De retour dans l'Africaine, notre plateau est toujours au complet. Avec nous, notre invité, M. Routaï Siré, il est pédiatre, et puis nos éditorialistes, bien évidemment, Jean-Marie Bitomo et Samuel Gembok. Et dans 14 mois précisément, le Sénégal se dotera d'un marché international et d'une gare gros porteur. 105 millions de dollars ont été décaissés pour la réalisation de ce projet. Basé à Diamniadio, ces infrastructures permettront au Sénégal de devenir une plateforme de commerce régional. C'est un sujet qui nous a été préparé par Oumou Kelsomba. 105 millions de dollars, c'est l'enveloppe que l'État du Sénégal a dégagée avec l'appui de ses partenaires financiers pour la construction d'un marché international et d'une gare gros porteur. Située à Diamniadio, ces infrastructures permettront aux acteurs de la chaîne de valeur agricole d'exercer leur activité et réduire leurs coûts. Ce projet entre dans le cadre du plan Sénégal émergent. Il permettra au Sénégal d'être une plateforme de commerce sous-régional. La durée des travaux est estimée à 14 mois. Le Sénégal a anticipé pour payer les avances de démarrage avant même qu'Exim Bank Turquie ne finisse sa procédure. C'est vous dire l'engagement que j'ai pour faire avancer ces projets. Nous sommes obligés de faire des ruptures par rapport à la pratique courante. Or, nous avons une ambition d'émergence. Il faut un pas cadencé. Situé sur l'autoroute Dakar-Thiès-Touba, le marché international et la gare des gros porteurs occupent une position stratégique. Ce projet offre des opportunités économiques aux acteurs du secteur du transport, de la logistique et du stockage. Le choix de Diamniadio, pôle urbain de référence, apporte encore plus de pertinence et de perspective en termes de carrefour des échanges interrégions. L'État du Sénégal, en partenariat avec la Turquie, envisage de construire une unité de fabrication de meubles à Diamniadio. L'infrastructure est évaluée à 25 milliards de francs CFA. Plus de 1000 employés sont recrutés pour la réalisation et le fonctionnement du projet. Jean-Marie, un énorme marché couvert, une gare aux gros porteurs. Le Sénégal est là ambitieux et manifestement, il en aurait les moyens. Le Sénégal en a les moyens, tout simplement. Pourquoi? Parce que dès l'instant que vous avez une volonté politique derrière, durant le discours du président Macky Sall, j'ai retenu un mot, qui est le mot, la notion de rupture, pour que les économies africaines puissent progresser, puissent intégrer, si vous voulez, la dynamique internationale, tout en restant des économies africaines. Si vous voulez, on a des ruptures qui sont nécessaires. Ces ruptures-là déstabilisent l'ensemble de la société, quelque part, puisqu'on est obligé de changer de mécanisme, de modalité de fonctionnement, que ce soit au niveau politique, que ce soit au plan économique. On est obligé d'opérer ces ruptures-là. Ces ruptures-là sont nécessaires pour que nous puissions avancer. Mais malheureusement, ces ruptures-là ne sont pas des ruptures qui sont calmes. Ça fait bouger le corps social dans toutes ses dimensions. Et de ces, de ces ruptures-là vont naître des conflits entre les différentes strates de la société. L'essentiel étant, comme on le disait tout à l'heure concernant le Rwanda, d'avoir un cap. Ce cap-là a été fixé. Ce cap-là est-il pertinent par rapport aux nécessités du pays ou pas? Dès l'instant que vous avez la pertinence qui est révélée, à partir de là, je ne vois pas, si vous voulez, de contradiction. Le Sénégal veut s'imposer en Afrique de l'Ouest comme étant un marché, une place centrale. C'est ce que le Cameroun a essayé de faire un peu en Afrique centrale avec la bourse des matières premières, le Cameroun étant un pays agricole. Le Sénégal, c'est-à-dire mise, comme je l'ai dit souvent, sur ses avantages naturels qu'il veut transformer en avantages comparatifs concurrentiels internationaux. Samuel, quelle peut être la plus-value de ces infrastructures pour le Sénégal? La plus-value, c'est de doper l'économie nationale, c'est la rentabilité macroéconomique que ce projet peut apporter. Je pense que le projet est parfaitement ciblé, bien monté par rapport aux exigences, par rapport aux besoins de la région. Je pense qu'aujourd'hui, la bataille des pays africains, c'est de gagner le pari du développement des infrastructures. Et sans infrastructures de base, on ne peut pas envisager le développement économique. Et sans infrastructure, on ne peut non plus envisager l'émergence, puisque le Sénégal est inscrit sur le chemin de l'émergence. Il faut qu'il soit doté d'outils macroéconomiques nécessaires et d'un environnement politique et économique nécessaire au développement. Donc à ce niveau, il y a aussi la rentabilité sociale de ce dispositif, parce que ce sont les populations qui en bénéficieront. Il y a deux volets à apprécier. Il y a des effets directs
de court terme qui vont permettre d'embaucher certainement des Sénégalais et peut-être des ressortissants de la région pour la réalisation de ces infrastructures. Le deuxième volet, c'est les effets de long terme qui vont permettre la facilité de circulation, la facilité d'accès au marché des populations et le développement de l'activité des entreprises. Donc à ce niveau, je pense qu'il y a matière à débattre et matière à construire. On reste en Afrique de l'Ouest, mais cette fois-ci, on va parler de la Côte d'Ivoire, puisque le FMI, le Fonds monétaire international, prévoit un taux de croissance annuel moyen de 7,4% entre 2017 et 2020 pour le pays. Une évaluation qui traduit un certain ralentissement de l'économie, puisque ce même taux de croissance était estimé à un peu plus de 8% en 2015. Un léger ralentissement qui s'explique difficilement au vu des performances économiques qui se multiplient en Côte d'Ivoire. C'est un sujet dit de Mirabel Bissou. Le Fonds monétaire international prévoit un taux de croissance annuel moyen de 7,4% entre 2017 et 2020 en Côte d'Ivoire. À noter que le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, locomotive de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a progressé de 8,6% en 2015 selon le FMI. Un taux sensiblement inférieur à celui annoncé par le président Alassane Ouattara le 21 mars 2016, soit 10,3%. Malgré cette nouvelle croissance annoncée par le FMI, certains analystes estiment que le premier producteur mondial de cacao est en plein redécollage économique. Le gonflement un peu de ces chiffres-là, du point de vue de la Côte d'Ivoire, il y a des prévisions qui ont été vues un peu trop à la hausse, alors que sur le plan social, les populations sont un peu à la traîne. Il y a la flambée des prix, il y a la tension sociale, il y a le chômage et les investissements qui sont tirés par les emprunts extérieurs et ça peut expliquer effectivement cette distorsion-là. Le gouvernement a annoncé à la mi-mai 2016 avoir reçu des promesses de financement de plus de 15 milliards de dollars des bailleurs de fonds internationaux pour financer son plan de développement 2016-2020. Le pays s'est lancé dans la construction d'infrastructures dans plusieurs secteurs pour consolider son économie. A priori, les chiffres sont bons, les intentions d'investissement sont là. Les investisseurs ont confiance en l'économie ivoirienne. Quels sont les tares encore qu'il subsiste pour justement pérenniser la croissance dans le temps? Et les tares, elles sont connues. C'est surtout sécuriser les investissements à travers une infrastructure juridique et judiciaire qui permet de défendre les intérêts des investisseurs. La Côte d'Ivoire est depuis mars 2016 en Afrique de l'Ouest le pays le plus attractif pour les investissements devant le Nigeria. Avec un niveau d'inflation stable, des perspectives de croissance intéressantes et une certaine stabilité depuis les élections d'octobre 2015, la première économie de l'UEMOA s'inscrit dans une politique de développement durable et de diversification de l'économie. Monsieur Routaï-Siré, une petite réaction après ces chiffres qui nous ont été communiqués par le FMI? Je crois qu'il serait étonnant que la Côte d'Ivoire ne puisse pas parvenir à faire même mieux que ce qui est prévu actuellement à la Côte d'Ivoire. C'est un pays qui a les moyens de matériel de pouvoir faire ce qu'il a à faire et puis qui a, je crois que maintenant, après avoir vécu ce qu'ils ont vécu, moi je sais pas, c'est parce que je passe toujours au Rwanda, quand on a connu le pire, quand on a connu beaucoup de difficultés, il est toujours facile de rebondir parce qu'on sait les erreurs qu'on a commises, c'est les erreurs qu'on ne devrait plus commettre. Je crois que la Côte d'Ivoire a les moyens de ses ambitions. Et c'est comme le Sénégal tout à l'heure, je pensais à ça, c'est un pays qui est côtier, qui peut avoir aussi les moyens de ses ambitions. Et le pire que l'Afrique puisse connaître, c'est du surplace. Et il faut que les gens bougent, même si on commet des erreurs. On les rectifie, mais à condition de savoir où on va et qu'on s'en donne les moyens. Les erreurs, c'est inévitable, mais on les corrige et on peut avancer comme ça. Oui, Samuel, on parle d'un léger ralentissement, manifestement rien d'inquiétant pour la Côte d'Ivoire. Oui, rien d'inquiétant. Je fais confiance à la Côte d'Ivoire, je fais confiance aux ressources mobilisables à la fois sur le plan national mais sur le plan international. Je crois aussi à cette diplomatie économique qui est mise en place. Je suis d'accord avec François quand il indique la mobilité dont doit faire montre les responsables politiques parce que je pense que quand on a atteint le fond, quand on a connu des situations dramatiques, on prend conscience et on ne veut plus revenir à cette situation. Je pense que la Côte d'Ivoire a suffisamment de moyens. Il y a des intentions d'investissement direct étranger, il y a le potentiel agricole, il y a les réformes structurelles qui sont en train d'être mises en place, il y a des facilités notamment au niveau du secteur de l'environnement des affaires. Et donc je pense que la Côte d'Ivoire a suffisamment de moyens, oui.
Jean-Marie, un ralentissement qui ne fera pourtant pas perdre à la Côte d'Ivoire son surnom de locomotive d'Afrique de l'Ouest. Le pays multiplie les performances. Manifestement, c'est utile d'avoir un économiste comme président. C'est utile quelque part, Amira, tout simplement. Pour moi, si vous voulez, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est un épiphénomène. Tout simplement, pourquoi? Parce que l'économie, si vous voulez, c'est une science dans laquelle les gens ont l'impression que quand on parle de croissance économique, c'est une croissance ininterrompue. L'économie est faite de fluctuations. Vous avez en économie ce qu'on vous appelle des cycles courts et des cycles longs. Si je prends les cycles courts, ça peut être alarmant. Mais dès l'instant, comme le disait notre invité tout à l'heure, dès l'instant où la Côte d'Ivoire, c'est là où elle va. L'économie est faite de fluctuations de haut et de bas. C'est-à-dire vous avez ce qu'on vous appelle l'expansion économique, vous avez ce qu'on va vous appeler, si vous voulez, le ralentissement économique sans y arriver à la récession. Donc la Côte d'Ivoire n'en est pas là. Tout simplement pourquoi? Parce que les fondamentaux de l'économie ivoirienne, comme au niveau infrastructurel, Samuel vient de le souligner, les fondamentaux sont solides. Et comme l'a souligné notre invité, les Ivoiriens aussi, on parle souvent des dimensions politiques là derrière, et vous avez souligné Amira, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un économiste qui soit là, qui tire les affaires, si vous voulez, vers la dynamique mondiale internationale pour pouvoir intégrer son pays à l'économie mondiale en tant que telle. Donc pour moi, ce n'est pas alarmant en tant que tel, c'est logique. On va passer aux chiffres du jour. 21 groupes africains opérant essentiellement dans les secteurs de la finance ou encore de l'industrie figurent dans l'édition 2016 des plus grandes entreprises mondiales. Ça a été publié ce 25 mai par le magazine américain Forbes. Samuel, une réaction? Oui, c'est une nouvelle qui est assez bonne. C'est un chiffre qui est important, mais qui reste très insuffisant au regard des besoins en termes de création de richesses dont a besoin le continent. En même temps, il faut prendre d'autres indicateurs pour voir à quel point cela reste insuffisant et où il faudrait que les politiques et les responsables gouvernementaux puissent accélérer le processus de création des richesses. Juste une comparaison en termes de chiffres, c'est qu'il y a un rapport qui a été publié en 2014, celui de Global Wealth Report, qui mentionne qu'au niveau de la croissance des personnes ayant des milliards en Afrique, l'Afrique va enregistrer d'ici à 2019 93% de personnes qui vont devenir des millionnaires, soit en euros, soit en dollars, ce qui va représenter environ 270 000 Africains. Mais cela reste très insuffisant quand on fait la comparaison avec les autres pays, notamment la Chine qui a à peu près le même volume démographique que le continent, et la France qui a à peu près 60 à 65 millions. La Chine aura à cet horizon 2019 environ 2 millions de Chinois. Et la France, qui représente juste à peine 65 millions, aura 1,7 million de millionnaires en euros ou en dollars. Donc il faut accroître la création des richesses pour faciliter la possibilité de se doter d'économies inclusives. Alors, seuls 4 pays du continent, Jean-Marie, figurent dans ce classement, à savoir l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte et le Nigeria. C'est un peu logique, si vous voulez. Ça dépend du degré d'ouverture des économies à l'international. Moi, je reviendrai sur une chose par rapport à ce que vous nous avez dit, Amira, et ce que Samuel vient de développer. C'est bien de compter cette croissance à des entreprises africaines. Moi, mon souci a toujours été le suivant. Quelle est la part, c'est-à-dire qu'on consacre à l'IDH là-dedans, c'est-à-dire un paramètre, un élément, une variable de mesure de l'ONU qui est l'indice du développement humain. Donc dès cet instant-là, on peut me parler, si vous voulez, des plus grandes entreprises africaines. Comme le soulignait si bien Samuel, dès l'instant que vous n'avez pas une amélioration des niveaux de vie des populations, pour moi, si vous voulez, c'est une croissance qui est plutôt, si vous voulez, booster vers l'extérieur, au profit, si vous voulez, de l'extérieur de l'Afrique au lieu de ses propres populations. Donc à partir de là, c'est bien que l'Afrique y soit déjà arrivée. Il faut un début à tout, sauf qu'on a pris énormément de retard, tout simplement. Pourquoi? Parce que les dirigeants africains ne se sont pas rendus compte qu'à un certain moment, il fallait, c'est-à-dire avoir des politiques inclusives, comme vient de le souligner Samuel là tout à l'heure. Merci à vous, Jean-Marie. Merci, Amira, et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices, et merci qui nous a suivis pour cette soirée. Merci à vous également, Samuel. Merci, Amira, bonsoir. Merci à vous, Monsieur Routaï Siré. Je rappelle que vous êtes pédiatre. Merci pour vos analyses. Merci de m'avoir invité.
Ce fut un plaisir. Okay. Et vous l'aurez compris, hein, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa nous tombe, ce n'est jamais fini, puisqu'on se retrouve demain en cette semaine, toujours consacrée au pays des 1000 collines, à savoir le Rwanda. À demain.